années, quelques décennies, la pollution nucléaire, elle peut durer des millénaires, des millions d'années. Je veux dire, elle sera encore là quand nous, on aura disparu en tant qu'espèce humaine. Donc, c'est quand même autre chose que la pollution chimique, c'est les autres, tout ça. On nettoie, il n'y a pas de nettoyage possible. Gérard Curie nous en avait parlé de l'enfouissement des déchets nucléaires. Oui, ben on peut en faire. Alors on met dans des caissons, on enfouit sous la mer, mais dans un million d'années, qu'est-ce qui va se passer, ce qui va se passer? Ce qui pose une question carrément métaphysique du genre notre humanisme doit-il aller jusqu'à tenir compte des intérêts de l'espèce qui nous succédera? Oui, c'est la question de la responsabilité. Alors là, c'est un débat philosophique. Hein. Voilà, on peut traiter. Si je peux dire un mot quand même. Alors, c'est la prise de parole. On n'est pas très nombreux, donc il suffit simplement de le demander. D'accord, ok. Bon, il y a deux petites observations. Très bien, j'ai beaucoup apprécié. Très pédagogique et tout. Deux petits trucs. On dit toujours qu'en relativité, il faut que l'espace et le temps soient mis sur le même pied. Hein, voilà. D'ailleurs, par exemple, l'équation de Dirac, elle a mis sur le même pied l'espace et le temps. Sinon, on n'aurait pas pu découvrir l'antimatière, expliquer le spin, etc. Il faut. Mais pas tout à fait sur le même pied quand même, parce que la métrique de la relativité restreinte n'est pas une métrique euclidienne, c'est une métrique de Lorentz. C'est pas C2, T2 plus X2 plus Y2 plus Z2, c'est C2, T2 moins X2 moins Y2 moins Z2. Ça, c'est l'invariant. C'est ce qu'on appelle un invariant. Parce qu'il y a des choses qui ne varient pas. Le moins vient de I carré en fait. I carré égale moins 1, il vient de là. Oui, en fait, c'est pas CT, c'est ICT. Oui, c'est ICT. Au carré, ça fait ça. Avec les nombres complexes. Alors, on peut mettre le moins d'un côté ou de l'autre. Oui, d'accord. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une métrique euclidienne. C'est vrai qu'il faut qu'ils soient sur le même pied. Mais ce n'est pas une métrique euclidienne, c'est une métrique laurentienne. Et d'ailleurs, De Broglie l'a bien vu dans son bouquin sur l'équation de Dirac, puisqu'il dit que dans les matrices hermitiennes qui interviennent dans l'équation de Dirac, le temps apparaît toujours comme une sorte de paramètre, alors que les variables d'espace apparaissent comme des variables. Le temps est quand même un peu différent. Alors, deuxième observation, tu disais que la masse, c'est l'exercice, c'est vrai. Oui. Mais, il ne faut pas oublier, la base de la relativité générale, c'est que la masse inertielle est égale à la masse gravitationnelle. Oui. Il y a deux masses. Il y a la masse inertielle, qui est, qui est la difficulté qu'on a à pousser un objet avec une force donnée, F égale m gamma. Oui, il y a la masse gravitationnelle, c'est une autre, c'est F égale mg. G est la constante de la gravitation sur Terre. Et il se trouve que c'est pour ça que les objets tombent à la même vitesse, quel que soit leur poids, par rapport à la résistance de l'air, etc. Mais ça, c'est un coup de... Non, il avait beaucoup d'intuition comme ça, Einstein. Mais il ne faut pas se faire illusion. En réalité, le développement mathématique n'était pas très fort. Il devait faire appel à ses copains, Bessot, Grossman, etc. Mais il était le pilote quand même. On dit toujours, s'il y avait Francis, il dirait, il n'a rien inventé, c'est points carrés, c'est pas. Il n'aimait pas les maths. Il n'aimait pas. Il savait gaver. Non, mais c'est vrai. Mais il a dit que c'était une théorie purement mathématique. Parce qu'il n'avait pas le choix. Voilà, il avait des intuitions fulgurantes, il savait où aller, il savait comment faire, il savait pas le faire. Donc il faisait appel à des pros. Il y avait une imagination débordante. Enfin, c'est ça qui est intéressant finalement. C'est un type qui était un grand observateur et qui a imaginé quelque chose. Il a fait un nombre de découvertes extraordinaires, il n'y a pas que ça. Il y a l'explication du mouvement brownien, je crois que c'est pour ça qu'il a écrit Nobel. Non, c'est le fait que en 1950. La chaleur spécifique de je veux dire, c'est un type extraordinaire. Par contre, ce qui est connu, c'est que c'était un tyran domestique. Et un type un peu irresponsable. Il a eu une fille de sa première femme, il a carrément laissé tomber. Je crois d'ailleurs qu'ils l'ont donné à... sa première femme, qui était d'ailleurs, je crois, une mathématicienne. Sa première femme était une physico-mathématicienne d'origine yougoslave, enfin serbe. Voilà. C'était une femme remarquable. Il a peut-être beaucoup aidé. Non, mais le fait est qu'avant de l'épouser, il a eu une fille. Oui. Et alors, bon, il ne savait pas quoi faire, c'était un peu irresponsable, c'est un peu comme Jean-Jacques Rousseau. Voilà. Il a écrit un bouquin sur l'éducation, mais lui, il a laissé tomber ses gosses. Pareil, il n'en a pas eu. Comme Jean-Jacques Rousseau, on a fait autant. Ce que je veux dire, c'est que donc c'est quelqu'un qui avait quand même, c'était un génie scientifique, il n'y a rien à dire. Mais voilà, donc la première fille, je crois qu'ils l'ont placée. Ça, c'était sa vie privée. Alors en plus, il a eu un fils, pour qui est devenu professeur dans
il a servi rien, il y en a un autre qui était schizophrène, tu vois. Et alors, il a quand même offert le montant du prix Nobel qu'il a eu à l'institution suisse qui s'en est occupée. Mais la dernière fois qu'il a vu son fils, il était tellement traumatisé qu'il ne veut plus le voir. Et bon, c'est quand même un peu irresponsable. Et puis il écrivait des lettres à sa femme, j'exige que tu mettes mes chemises à tel endroit. Oui. C'est un tyran de Messie. Enfin, peut-être que c'était parce qu'ils étaient vraiment fâchés à mort et puis bon. Moi, ce qui m'intéresse le plus, si tu veux, c'est cette, c'est en fait de l'expérience. C'est un génie des mathématiques. Mais en réalité, c'est pas vrai du tout. C'est pas parce qu'après, quand on découvre ensuite tout ça, on découvre que non. Et alors, ça veut dire, c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que l'imagination, c'est finalement le moteur, c'est quelque chose d'important. Après, c'est une écriture. D'ailleurs, Einstein a écrit ça. La différence entre la masse et L'imagination dépasse la connaissance, car la connaissance est limitée alors que l'imagination englobe le monde. C'est Einstein, dans le Saturday Evening Post. Ça m'étonne pas. Alors, les maths, ça l'emmerdait, mais il était obligé de passer par là. Mais il Mais savait. il a une boutade de ses lèvres, il disait, vous trouvez les maths compliquées, moi j'ai d'autres problèmes. C'est-à-dire, pour lui, les maths, c'était de la merde. C'était vraiment de la merde. Mais franchement, c'était... mais il ne se cachait pas. Les maths, il n'en avait rien à foutre. Alors, il y a des Il est obligé de l'utiliser, mais il s'en... Si vous allez sur Internet, vous verrez qu'il y a des diagnostics maintenant. Bon, par exemple, il paraîtrait qu'il serait atteint du syndrome d'Asperger, qui est une forme d'autisme. Ainsi que Dirac, d'ailleurs. Dirac, on s'est connu. Dirac était autiste. Il y a quelqu'un, c'est comment il s'appelle, le gars qui a décrypté l'énigma là. Turing, lui c'est connu. Lui, il cumulait les handicaps. Il était homosexuel. Il était homosexuel. Et il était autiste. Mais à l'époque, c'était un gros problème. Mais c'est quand même grâce à lui. Mais c'est quand même grâce à lui que l'armée britannique n'a pas été coupée par les sous-marins allemands. Tu sais que c'est à cause de ça. Oui, bien sûr, mais... Oui, il a eu vraiment de... C'est la façon dont vous l'avez dit. Et puis après la guerre, il a même été plus ou moins persécuté, enfin je sais pas, je crois qu'il s'est suicidé, enfin je sais pas. Oui, c'est ça. On lui a pas été très reconnaissant pour tout ce qu'il avait fait, parce que sans sa machine, la Grande-Bretagne n'avait plus de flotte marchande. Les chauffeurs allemands, ils coulaient tout ça. L'informatique, beaucoup. Dans le domaine pratique, c'est Turing, et dans le domaine théorique, c'est Wiener. Les deux grands mathématiques, c'est Robert Wiener et Turing. Alain, il s'appelle Alain. Mais il était autiste. Turing, Einstein, tous ces gens-là, c'était. Moi, je me souviens, c'est pas n'importe quel autisme aussi, c'est vraiment Asperger. Ce qu'on appelle de haut niveau. C'est un autisme relationnel. Léger. Qui ça? L'autisme Asperger c'est plutôt léger. un autisme relativement bénin. J'entends par là que l'autisme Asperger est capable d'avoir des relations sociales. Non, mais c'est l'autisme relationnel. Oui, c'est une sorte d'insensibilité, de manque Il y en a qui... Moi, je me demande si Hollande, d'ailleurs. Oui. J'ai pratiqué. Il n'est pas assez intelligent pour ça. Vous voulez dire quelque chose, Alain? Oui, plein de trucs en fait. En fait, le truc, cette notion de courbure. D'abord, qu'est-ce qui... J'essaye d'imaginer la courbure. Et si on imagine la courbure, on fait comme c'est indiqué dans un certain nombre de films, d'émissions de télé, tout ça. On voit un trampoline avec une boule de pétanque au milieu. Mais ça suppose... comment dire? Ça suppose une troisième dimension et une force. Pas forcément. Non. Non, mais on peut s'apercevoir. Pour la force, peut-être pas, mais alors dans ce cas-là, ça veut dire que la courbure, elle est énorme, je veux dire, pour que la géodésique de la Terre qui se meut en ligne droite, enfin je veux dire en géodésique, soit une orbite. Je ne sais pas si vous me suivez dans ces moments. Après tout, bon, il ne reste pas moins. Alors effectivement, l'énorme intuition, ça a été sa courbe. Par contre, il a fallu qu'il s'adresse à ses copains matheux pour savoir sa courbe, mais de combien? Ce qui, je suppose, lui a permis de prédire l'éclipse de 1921. C'est Dixon qui va Mais non, il n'est pas prêt de vérifier. Alors, l'existence d'une autre dimension dans laquelle se ferait la courbure, la question reste ouverte. Parce que quand on parle, par exemple, des trous de verre,
donc on ne sait pas s'ils existent. Mais les trous de verre, par où peuvent-ils passer? Ça ne peut être que dans la dimension dans laquelle se fait la courbure. Non, je suis Ou pas là d'accord. où les dimensions. Tu veux dire D'accord, quelque chose Si les trous de verre Non, il n'y a existent, pas c'est qu'il n'y a pas besoin. forcément. Alors vas-y, Jacques. Oui, je pense qu'il n'y a Oui, pas besoin forcément de dimensions supplémentaires pour qu'il y ait courbure. Et on peut s'apercevoir de Non. la courbure. Mais pour qu'il y ait des trous de verre, oui, c'est ça. C'est pas évident pour moi. C'est la spéculation. Je pense pas forcément. Par Parce exemple, que les trous de courbure, verre étant des raccourcis, oui. où peuvent être des raccourcis. Normalement, ce que décrit la courbure, c'est le chemin le plus court en fait. Oui. Donc, s'il existe, et c'est pour ça que j'y crois pas trop, mais je dis, s'il existe des trous de verre, ben, ça ne peut être que s'il y a une dimension dans laquelle le raccourci peut se faire. Ça, c'est des théories de Camus. Il y a même Oui, une non, question, mais- quelle peut être la longueur d'un trou de Je verre sais pas. entre son entrée et sa sortie? Est-ce que ça a un sens? Alain, si vous permettez, parce que, évidemment, bien sûr, moi-même, j'ai utilisé l'image, mais en fait, la courbure, c'est le rayon de courbure. C'est une courbure au sens mathématique. À chaque point de la déformation de l'espace-temps, il y a un calcul d'un rayon de courbure. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non. Et d'ailleurs, C'est-à-dire que ce que je comprends, l'espace-temps est un espace purement mathématique. Et à chaque coordonnée d'un point de l'espace-temps, lorsqu'il y a une courbure de l'espace-temps, en fait, il faut relier, il y a une relation entre le point et le rayon de courbure de l'espace-temps. C'est le rayon de courbure qui varie. En fait, l'image du trampoline est trompeuse. Oui, parce un que le petit trampoline, peu, je reconnais. C'est une image à 3 dimensions. Mais oui, c'est vrai. Alors qu'en réalité, c'est une 4e dimension. Mais c'est trop. Le trampoline, c'est juste pour Oui. donner une image, mais ça correspond pas Mais du tout c'est à- ça le problème, c'est que sinon on ne peut pas l'expliquer. Bah, voilà. ce serait une 4e qui ne serait pas le temps. Ah bah oui. Je peux peut-être Si expliquer, l'espace-temps est courbe, il est courbé selon une dimension de courbure. oui, je peux peut-être expliquer comment on peut comprendre la notion de courbure dans un espace sans avoir à le plonger dans un espace avec plus de dimensions. Par exemple, une sphère. Imaginez par exemple, là, par exemple une sphère, là, mettons la Terre. On part là d'un point à l'équateur. On va déplacer ce crayon, on va lui faire un certain trajet. Par exemple, il va aller vers le pôle, il va se retrouver comme ça. On lui fait se déplacer sans le changer d'orientation. Bon, il commence par faire ça, après il redescend selon cette trajectoire-là, et après il revient à son point initial, et donc on voit que de là à là, il a tourné comme ça, d'un quart de tour. C'est comme ça qu'on peut s'apercevoir de la courbure, en faisant une translation comme ça sur un trajet en boucle. Et ben si à l'arrivée on a un peu tourné par rapport au départ, c'est qu'on est dans un espace courbe. Oui, c'est très clair, ça me paraît. Oui. Ouais, c'est bien. Merci de nous avoir Oui. éclairé, c'est le cas de le dire. Oui, Merci. ça suppose une Merci, Oui. chef. Oui, il y a Oui, ça une c'est pour la une translation et par Voilà, il y a- Oui, c'est-à-dire avec uniquement des translations, Il y en a on qui revient sont plus au simples. final, on arrive avec une rotation. il y a une Donc rotation. comme l'objet n'a pas tourné, c'est que c'est l'espace lui-même qui a tourné en quelque sorte, qui a fait tourner l'objet dans son déplacement. Ah, d'accord. Marianne, tu voulais dire quelque chose? Non, mais j'écoutais attentivement les voyages parce que c'est vrai que je rejoins un peu Alain, c'est pas simple à capter quand même. Parce qu'en plus il y a le temps, donc c'est une courbure dans. Il y a le temps aussi qui intervient. Là, Ah non, non, pour conceptualiser ça, c'est extrêmement difficile. Excusez-moi, je ne suis pas tout à fait d'accord ce que vous avez dit sur la métrique. C'est quand même, c'est le théorème de Pythagore. Hein. Ça reste le théorème de Pythagore, mais au lieu d'avoir ds carré égale dx au carré plus dy au carré plus dz au carré, on a plus i carré, c carré, t carré, mais ça reste le théorème de Pythagore en dimension C'est 4. pas une métrique euclidienne, c'est une métrique lorentzienne. Oui, certes, mais non, d'accord. Parce que dans le- Mais, dans- mais dans- ça reste quand même une somme de carrés. en fait, Ça reste quand même du Pythagore. Parce que Vous dans voyez ce que je veux dire? Pythagore, vous avez l'origine O, donc vous avez le point M. Alors OM au carré égale O Oui, certes. au carré plus Bien sûr. Y au carré. Or là, c'est pas ça, c'est C2T2 comme s'il y avait une sorte de
Mais comment c'est dirais-je, quand même une sorte de transcendance Oui, mais quelque ça part, reste- et on retranche de cette transcendance x2 plus y2 plus z. Non, non, mais j'ai compris ce que vous avez dit, mais on reste dans ce qu'on appelle une forme quadratique. Bien sûr. Une somme de carrés. Mais il y a C'est plusieurs- pour il y a ça que je plusieurs parle de métriques vitesse quadratiques. C'est pas une métrique euclidienne, c'est Oui, une métrique d'accord. lorentzienne. Oui, d'accord. J'ai pas dit que c'est pas quadratique, c'est pas évident, c'est quadratique. D'accord. Pour revenir sur un autre point qu'a soulevé Jean, il me semble que, parce que tu as parlé de la déformation dans les autres dimensions, ça c'est vrai qu'en relativité générale, pas en relativité restreinte. Oui, ben, j'en ai parlé. Dans la Oui. relativité restreinte, seule la longueur qui est dans la direction parallèle du déplacement change les autres. Oui, Et c'est seulement parce qu'il disait que les autres aussi, mais c'est en relativité Ah non, en générale. relativité C'est générale, en parce qu'il y a des relativité rotations. générale Non, que- non, 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 non. À strictement parler, d'après la formule, c'est ce que je dis. Voilà. Mais Penrose, il y a une cinquantaine d'années, a fait une étude sur l'électron et l'heure. Il y a Poincaré qui a même écrit un article dans les comptes rendus de l'Académie des sciences en mettant en parallèle les deux conceptions, n'est-ce pas? Celle de Lorentz et puis une autre. À savoir si l'électron se contracte totalement ou seulement suivant la direction du mouvement. C'est Poincaré. Hein. Moi, c'est pas la partie. Hein. Et il n'a pas répondu. Et beaucoup plus tard, c'est-à-dire il y a quand même 50 ans, Penrose a écrit un petit article où il explique qu'en réalité, c'est vrai, mais dans l'observation qu'on peut en faire, si on observe l'électron, on va le voir se contracter globalement et pas seulement suivant son enveloppe. Bon. Non, mais je Faut dire ne son les connais pas autant que vous. Ah ouais. Je vais pas, ça c'est sûr. D'accord, mais voilà, non, mais globalement, c'est vrai que si toutes les dimensions changent, on est en relativité Non, mais générale. je veux dire, si c'est un objet macroscopique, une règle, Oui, voilà. là, il ne prend pas les électrons, hein, c'est quand même... Non, non, bien sûr. Ouais. Une règle, bon, c'est vrai que c'est comme ça. Voilà. Une règle, elle se contracte dans le sens du mouvement. Alors, si vous permettez, excusez-moi, on va arriver à la mécanique quantique. On va en parler. Moi, j'ai jamais compris pourquoi, enfin, je ne suis pas de la tête des chaînes, pourquoi au début, il a refusé la mécanique quantique. Si. Mais C'est l'un des fondateurs de la mécanique quantique. Oui. Mais il a refusé l'interprétation probabiliste de non, Pascal. Excusez-moi, j'ai la réponse à cette question parce que j'ai potassé la question. On t'écoute, Alain. Et c'est à cause de l'article, enfin c'est à cause, ça a déterminé l'article qu'ils ont fait en mai 1935 avec Podolsky et Rosel. Et l'idée, c'est, il y a le principe d'indétermination de Heisenberg qui dit qu'on ne peut pas avoir à la fois la connaissance précise, absolue, de la vitesse, de la quantité de mouvement, et de la position d'une particule. Oui, mais imaginons deux particules intriquées. À ce moment-là, si on applique, je ne connais pas le détail, les équations de, comment il s'appelait déjà, Schrödinger, on va trouver qu'il y a les vitesses et les quantités de mouvement plutôt, et les positions sont liées de telle manière qu'elles sont, disons, complémentaires l'une à l'autre. Bon. Ce qui veut dire que si je mesure avec précision la quantité de mouvement de la particule numéro 1 intriquée avec la particule numéro 2, je sais, sans avoir besoin de le mesurer, que la particule numéro 2, elle aura telle quantité de mouvement. Du coup, j'ai plus qu'à aller mesurer sur la particule numéro 2 sa position. Et j'aurai avec précision la position de la particule numéro 1. Ce qui, du point de vue du principe d'incertitude de Heisenberg, n'est pas possible. Fondamentalement pas possible. Pas seulement à cause de la précision des instruments de mesure. Or, il y a donc deux grandeurs physiques que l'on peut prédire et qui sont de ce fait réelles. Il y a toute une part philosophique dans la communication, dans l'article en question. Mais ça, c'est intéressant, parce que c'est Et aussi un débat philosophique. ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été pris en compte dans la mécanique quantique. Il ne dit pas que la mécanique quantique est fausse, il dit qu'elle n'est pas complète. Il existe quelque chose qui confère à nos deux particules des propriétés qui sont corrélées. C'est ce que disait De Broglie aussi. Oui, et il y a une très belle métaphore que j'ai trouvée sur Internet, qui est pas mal. Deux personnes qui jouent à simuler
les particules imbriquées. Interrogées séparément, elles donnent des réponses corrélées. Est-ce qu'elles donnent des réponses corrélées parce qu'elles se sont mises d'accord avant ou parce qu'elles ont pu communiquer entre elles pendant? Ça a l'air d'être une question purement métaphysique. Sauf qu'il y a une espèce de génie qui s'appelait John Stewart Bell, qui a trouvé le moyen de faire une expérience qui tranche la question. C'est quoi la réponse? tranche Parce qu'ils se sont mis d'accord, parce que comme... De toute façon, maintenant, La il est réponse, prouvé- c'est que il est c'est- prouvé en Mais long, il en veut large, qu'on lui en demande, travers. alors. Il est prouvé. En long. Il veut qu'on le lui demande. Qui veut qu'on dise? Moi, je m'entends. La réponse, c'est quoi? C'est qu'elles se sont mis tranché la d'accord question- ou qu'elles la question dans quel communiquent? Ah, alors, la question a été J'en fais tranchée les dans le deux. sens, eh ben, Einstein avait tort de croire ça. C'est bien une communication. Elles communiquent. Communication n'étant pas le terme exact, parce qu'en fait, ce qui se passe, ce serait plutôt que le temps, ou la localité plutôt, n'existe pas Ah oui, oui, Pour- il y a ce truc, oui. l'objet quantique quand il est... Le temps existe, oui. Ça, c'est impressionnant. Ça, quand il se matérialise en particules, disons. Donc. Mais oui, Ça, ça le peut- temps Ça a été prouvé maintenant. Vraiment, en long, c'est en pas large, bien. en Ah oui, alors là, large, oui, ça s'appelle Einstein l'expérience a dit, d'Aspect. C'est les expériences Du nom d'un d'Aspect. dénommé Alain Aspect, Maintenant, c'est le- qui a le fait débat est 182. Einstein a Oui, dit, le Oui, Enfin, le débat n'est pas mais le clos. débat n'est pas clos parce qu'il n'y a pas Ah l'explication. oui, c'est ça. C'est Ah ouais, exactement mais ça. ça, Il n'est pas clos parce que alors, l'explication. Ce que j'ai lu aussi, c'est que c'est toujours plus ou moins controversé. Il y a encore des... Enfin, ça devient très très abstrait comme truc. Non, je veux dire, le débat est clos sur le plan scientifique. Sur le plan Ah oui, au fait, philosophique, expérimental. l'expérience d'Aspect a donné lieu à d'autres Ça développements marche. qui la corroborent encore plus. Je pense à l'expérience dite de Wheeler, Oui, mais là c'est autre chose. J'ai eu l'occasion de faire un petit exposé là-dessus, si mes souvenirs sont exacts. Mais Alain, Mais là- fondamentalement, si Einstein n'acceptait pas cette idée, c'était parce que c'était un déterministe. oui, c'est ça. Ah oui, Donc, philosophiquement, fondamentalement, oui, oui, c'est ça le- qui le Oui, mais- génère. C'était un rationaliste. C'est un Oui, oui, éternaliste. non, mais d'accord. Oui. Mais comment ça se fait que lui, qui a développé la théorie de la relativité, il n'est pas accepté. Cette histoire des fentes de Young, en fait, oui. c'est que les deux particules ne sont pas dans le même espace-temps. D'ailleurs, dès qu'on met on met un observateur, on fige l'espace-temps quelque part, et cette fois-ci, il n'y a plus qu'une seule particule. C'est-à-dire que, pourquoi lui, qui a développé la théorie de la relativité, n'acceptait pas ça? Moi, enfin, je ne comprends pas ce qu'il ne comprenait pas. Einstein, c'est l'un des fondateurs de la théorie quantique, c'est le grand fondateur de la théorie de la relativité, il y en a d'autres, mais il avait du mal à sortir du déterminisme, du rationalisme, etc. C'est ça. Je veux dire, Mais en même temps, Mais la question, est-ce qu'il faut en sortir? Ça, la question aussi. Non, Il y a quand même- il n'était pas seul, il y avait Schrödinger, non, mais il y avait Schrödinger, il y avait De Broglie avec ses variables cachées. Ils avaient du mal à en sortir parce que ça heurte le sens commun. ça heurte le sens. Ils voulaient rester dans le Le rationnel. débat reste Voilà. parce qu'il y a ceux qui disent la fonction d'onde, Oui. qui ne donne pas une position précise, mais qui est une fonction déterministe, donc on reste dans un monde déterministe. Absolument. Et puis, mais en face, il y en a qui disent, oui, mais attends, doucement, il y a aussi la réduction du paquet d'ondes qui bouleverse tout d'un coup. Ah oui, oui. Donc, on se donne dans des probabilités, dans des probabilités. Ah Mais oui, c'est ça les prouve probabilités, la probabilité, Dans oui, les là. mais c'est là tout le débat, entre les pour et les contre. C'est ceux qui restent profondément déterministes, on va dire, disent la fonction d'onde, c'est la réalité. Ah oui. Et ils disent pas c'est une probabilité. La réalité ultime est sous forme probabiliste. oui, mais Et il n'y a pas de réalité ultime en tant que c'est Façon de parler, ultime jusqu'à nouvelle, on a entendu. oui, enfin, en disant voilà, on ne peut pas dire une particule à une position ou à une longueur d'onde, etc. Ce sont des concepts qui ne sont pas la réalité. Je ne suis pas d'accord avec cette idée, hein, mais c'est Oui, comme oui, ça c'est que intéressant. Oui, c'est c'est comme ça que ceux de ce camp argumentent. Oui, mais d'accord, mais la fonction d'onde, l'équation de Schrödinger, c'est une équation différentielle. D'accord. Donc c'est une équation aux dérivées premières, aux dérivées secondes par rapport au temps. En fait, c'est pas vraiment une équation d'onde, Oui, c'est une enfin, équation de diffusion.
Non, d'accord. Donc, c'est pas, évidemment, ça donne pas la position, ça va donner la vitesse et l'accélération, mais pas la position. Enfin, la fonction d'onde, c'est phi de x et t, hein. Il y a aussi la variable t. Alors, c'est un coup, il y a le Laplacien de un coup, il y a la somme des dérivées secondes par rapport aux coordonnées géométriques. Dérivée première par rapport au temps, dérivée seconde par rapport à l'espace. Oui, voilà, c'est pour ça que ce n'est pas une vraie fonction. Non, d'accord. Mais une équation différentielle, forcément, c'est pas déterministe. C'est pas P égale M fois G. Ah non. Qu'est-ce qu'on appelle Une équation différentielle est déterministe. Et une équation intégrale est finaliste. Moi, je compare toujours le principe de Maupertuis, hein, le principe de Fermat, le principe de Maupertuis qui dit que l'action doit être minimale au cours d'une trajectoire. Vous lancez un obus de canon, au bout de la trajectoire, l'action est minimale, comme si l'obus avait dans la tête, je veux dire, un ordinateur en lui disant il faut que tu passes par là et pas par là, hein, de façon à ce que l'action soit minimale. C'est fabuleux. Pareil pour le principe de Fermat au niveau de la lumière, le chemin optique doit être minimal. Donc ça, ce sont des principes finalistes. Pourquoi finalistes? Parce que c'est le résultat final, n'est-ce pas? Comme si la particule avait dans la tête une sorte d'ordinateur lui disant on ne va pas passer par là, mais par là, parce que si tu passes par là, l'action ne sera pas minimale, ou le chemin optique ne sera pas minimal. Fabuleux. Et alors que les équations différentielles, c'est ce qui est avant détermine ce qui est après. Ça, c'est déterministe. Le problème, ce qui est miraculeux, c'est qu'on obtient exactement les mêmes résultats numériques, qu'on applique un point de vue déterministe, c'est-à-dire par exemple en mécanique, c'est les équations de Hamilton, n'est-ce pas, ou bien le principe de Maupertuis, qui est un principe finaliste. On obtient exactement les mêmes résultats. Moi, j'ai même eu l'idée que peut-être dans l'évolution biologique, hein, là c'est... Je me lance dans les spéculations. C'est bien, on est là pour ça aussi. Voilà. Dans l'évolution biologique. Alors, disons, les mécanismes darwiniens, sélection naturelle, sélection sexuelle, ça doit jouer quand même, mais ça joue au niveau de la micro-évolution. Hein. C'est-à-dire que tel truc qui n'a pas l'œil là où il faut, il va disparaître, et c'est l'autre, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte, alors ça c'est déterministe, hein, c'est-à-dire suivant qu'on est avec un œil en moins ou un œil en plus, on survit, on se reproduit ou pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas globalement une sorte de principe de Maupertuis, ou de principe de Fermat, de principe intégral, n'est-ce pas, avec une grandeur qu'on j'ignore? Parce que dans le principe de Fermat, la grandeur qui doit être minimale, c'est le chemin optique. Et dans le principe de Maupertuis, c'est l'action. Alors dans la vie, il faut trouver une grandeur à minimiser, qui fait qu'en réalité, on a commencé quelque part avec le premier métazoaire, on va aboutir vers l'oxyre, et puis l'évolution. Au bout du compte, si on était le jeu, si on voyait ça du dessus, on dirait, tiens, mais ça obéit à un principe intégral. Hein, un peu comme nous quand on observe les rayons de lumière. Je pense qu'il doit y avoir une sorte de principe intégral qui est l'évolution biologique, qui pilote l'évolution biologique d'une façon un peu mystérieuse, parce que bon, Darwin, c'est pas suffisant, hein, c'est pas ça qui... Mais même ce principe intégral, on se demande d'où il vient, enfin, comment il est apparu Alors, il est apparu parce que Maupertuis, comment dirais-je, il faut aller vers la question, c'est dans la nature. Pourquoi il y a ce principe dans la nature. Ah ben tu sais, tout est à la nature, hein, tout est à la nature, on revient à la nature. Non, mais tu sais, là il y a les spéculations de Leibniz. Nous vivons dans le meilleur des mondes possible. Le meilleur des mondes possible. Oui, je laisse la parole. Le meilleur, Leibniz avait des spéculations que c'est un grand mathématicien, mais il explique. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? C'est exactement. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi y a-t-il ci plutôt que ça? La multiplicité des mondes dont on parle maintenant avec le principe anthropique, c'est Leibniz. Et c'est un grand mathématicien, il a eu des querelles avec Newton d'ailleurs, parce qu'ils ont co-découvert les calculs différentiels intégrales. Mais alors, c'est lui qui avait cette idée que notre monde est le meilleur possible, et ça veut dire quoi? Ça veut dire un monde où il y a des grandeurs optimales, hein, c'est-à-dire minimales, maximales. Et c'est pour ça d'ailleurs que Voltaire a écrit son Candide dans ce mot Kant. Bon, lui, il a pris ça sur le plan moral, hein, le meilleur des mondes possibles, avec le tremblement de terre de Coimbra, etc. etc. Hein. Mais cette idée du meilleur des mondes possibles, ce n'est pas le meilleur des mondes possibles au niveau moral, ou éthique, ou social, mais au niveau physique. C'est un monde où tout se produit de façon optimale. C'est parce qu'il est là que c'est le meilleur. C'est un raisonnement. Oui, on peut dire ça aussi. Hein. Mais si les paramètres sont différents, il y a tout simplement pas le monde.
Voilà, il n'existe pas. Donc, si les paramètres ne sont pas ad hoc, Voilà, il n'existe pas. Bon, c'est à toi Jean-François. Oui, non, je voulais poser une question à propos des fentes de Hume, par exemple. Je me suis laissé dire, ou plutôt laissé entendre, que une explication possible du fait que lorsqu'on filme les particules avant qu'elles passent dans la fente de Hume, on fige la chose et on sait effectivement s'il y en a une, deux, etc. Si on ne fait rien, si on ne filme pas, on a donc une dispersion. Et j'ai entendu une explication qui m'a paru absolument pas invraisemblable, mais étonnante. C'est que, en fait, quand on filme les particules, les photons en l'occurrence, juste avant qu'ils passent, il y a un retour du futur vers le passé. C'est-à-dire que c'est le futur qui... on est dans une autre dimension. Tu as laissé entendre qu'on était dans une dimension temps, et dans cette autre dimension, les photons en question ne provoquent pas de fente dispersée, parce que, tout simplement, on change la situation et le futur revient, je m'exprime mal, mais c'est quand même un truc qui est assez invraisemblable. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une intervention du futur pour résoudre cette contradiction qui fait que on change l'état de l'expérience simplement en la filmant. Ce qui paraît invraisemblable. On ne se fait que filmer, et on change le résultat. Alors, moi, ce que je comprends de ça, si on ne filme pas, en fait, la même particule passe par les deux fentes parce qu'elles ne sont pas dans le même espace-temps. Et à partir du moment où on filme, on choisit un espace-temps, celui du film, et cette fois-ci, la particule choisit une fente. On n'a pas besoin d'être là, parce que ce qui est là, c'est les fentes, c'est le dispositif expérimental. Qu'on soit là ou pas, vous envoyez les photons un par un. Eh bien, au bout de quelques heures, oui, vous partez au cinéma. Au bout de quelques heures, vous avez des franges de diffraction, que vous soyez là ou pas. Ce n'est pas vous qui changez, c'est le dispositif macroscopique expérimental. C'est le fait qu'il y ait deux franges, que vous soyez là ou pas. Peut-être une autre explication possible. Attends Jacques, je vous laisse terminer, peut-être que tu as quelque chose à rajouter, puis après je te laisse la parole. Non, mais ce que vient de dire, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais oui. C'est quand on filme, c'est pas une question de temps, on s'en va 3 heures, c'est le fait qu'on filme la chose, même si c'est immédiat. Quand on filme la chose, on change la solution, on change le résultat. En filmant, on change le résultat. On répondre alors, oui. Oui, alors j'ai peut-être une explication à ça, c'est que quand on ne filme pas, ce qui se passe, c'est que on a les franges d'interférence, donc avec des bandes claires et des bandes sombres, et la bande sombre, ça correspond au fait que le photon, quand il passe par la fente de gauche ou par la fente de droite, dans un cas, par exemple, quand il passe par la fente de gauche, il va arriver sur l'écran avec une fonction d'onde qui aura une amplitude positive, et par la fente de droite avec une amplitude négative, donc des amplitudes exactement opposées. Et donc c'est un peu comme si, on peut dire, il y avait un monde dans lequel la particule est passée par la fente de gauche et un autre où elle est passée par la fente de droite, mais qui sont exactement l'opposé l'un de l'autre parce que les amplitudes sont opposées. Donc c'est en quelque sorte un peu comme si il y avait un monde et son antimonde qui se rejoignaient et qui s'annihilaient mutuellement. Alors que si on filme, on a deux mondes qui sont très différents. Un monde dans lequel on a filmé la particule qui passe à gauche et un autre dans lequel la particule passe à droite. Donc c'est pas un monde et son antimonde, c'est deux mondes qui n'ont rien à voir. Et donc ils ne peuvent pas s'annihiler mutuellement. Mais on interagit, en filmant, on n'interagit pas. Ben si, parce que tu vas voir un monde dans lequel tu vas voir sur le film, tu vas voir le photon qui passe à gauche, et dans le monde, dans l'autre monde où la particule est passée à droite, sur le film elle passe à droite. Donc c'est deux mondes
qui ne diffère pas que par l'amplitude de probabilité, il diffère complètement parce qu'il n'y a pas le même film dans ces deux mondes. Donc c'est deux mondes complètement différents qui ne peuvent plus s'annihiler mutuellement. Alors que si tu ne filmes pas, ils sont exactement pareils, sauf qu'ils ont des amplitudes opposées. Donc c'est comme en quelque sorte un monde et son anti-monde qui s'annihilent mutuellement. Donc il y a un monde et un anti-monde au même moment. Dans les deux espaces-temps différents dont j'aurais parlé, ils seraient opposés. C'est ça que tu dis? Oui, Si on on peut filme pas. appeler ça des espaces-temps, mais j'appelle ça des mondes, mais Oui, si oui, tu oui. veux, tu peux appeler ça des espaces-temps, Oui. c'est pareil. Oui, ils sont opposés parce que l'amplitude de probabilité de la fonction d'onde est opposée. Si elle est exactement opposée, eh bien, il n'y aura aucun photon qu'on verra arriver à cet endroit de l'écran. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un photon qui arrive, il y en a un autre qui, en passant par l'autre fente, qui a l'amplitude opposée, donc ça s'annule. Il y a plus x et moins x, ça fait 0. Je suis d'accord, mais je vois pas en quoi le fait de filmer ou de ne pas filmer change quelque chose. Eh ben, parce que si on filme, on a deux mondes complètement différents, deux mondes dans lesquels il y a des films différents. Il n'y a pas que les photons qui... il y a aussi le film qu'on a enregistré qui est différent, ce qui fait que ces mondes étant différents, ils ne peuvent plus s'annihiler mutuellement. Ah, tu veux dire qu'en filmant, on verra les tâches arriver une à une, alors qu'en s'absentant, en revenant plus tard, on verra uniquement les franges de diffraction. Ben, oui, si on filme, oui, on va voir, on verra plus les franges si on filme. C'est que si on filme pas qu'on Oui, voit les alors, franges. Tout dépend, qu'est-ce qu'on filme, et à partir du moment où on filme, ça veut si dire on filme, qu'on en envoie gros, des c'est, photons, mettons, donc on on filme. perturbe, de toute façon on perturbe complètement le système. Il y a ça. Ouais, Non, mais on il y a filme, qu'un quand on seul dit on photon filme, à ça la peut être fois. simplement. Il n'y a qu'un seul photon à la fois. Hein. Oui, mais pour filmer, il en faut un paquet de photons. En fait, Donc, quand il dit on perturbe totalement le pauvre photon ou électron, ça dépend. quand il dit on filme, ça peut consister simplement à placer des détecteurs de photons près des fentes pour Oui, c'est détecter une par façon quelle de- fente le photon passe en fait. Oui, c'est pas... Oui. C'est pas forcément un film avec une C'est caméra. automatiquement une perturbation. Bah oui, je suis d'accord. Et quelle que soit la façon dont on le fait, c'est une mesure. C'est une mesure. Oui, une mesure. Toute vérification est une mesure. À partir du moment où on fait une mesure, on perturbe. On ne peut pas faire de mesure sans perturber le système. Donc après, en tirer des conséquences, je dirais, en négligeant l'effet perturbateur qu'on a fait, on peut aboutir à des conclusions complètement C'est juste Je crois que c'est un mystère. Non, parce que... Et non, parce que... Maria, il voulait dire Qu'on a... un détecteur Vas-y, perturbe. non, mais je rejoins un Oui. peu. Oui, bonne question. Pourquoi perturbe-t-on Ah, oui. Je pense qu'on ne sait pas trop pourquoi on perturbe. Là, parce qu'il y a interaction. Mais il n'y a pas Interaction. en Ah quoi oui. Si on vérifie, Un détecteur, il n'y a quel que soit, après il faut voir quel système, mais quel que soit le système, pour vérifier si le photon passe par cette fente ou pas, Oui. on doit avoir un système qui mesure. Donc, qui va Oui, mais automatiquement forcément, on perturber. change l'état du monde. En faisant cette mesure, on change l'état du monde puisque on se retrouve dans un monde avec un résultat de mesure qui a été enregistré, qu'on peut vérifier après, etc. Oui, alors bon, Donc, ça, ce sont les théories de multivers, mais alors là, moi, je ne suis pas du tout. Ah, bah oui. Oui, enfin, il faut partir du principe que dès qu'on observe quelque chose, on perturbe le. Voilà, c'est le truc de la Il y a un mécanique. cas, je veux dire, il y a en psychologie, il y a un cas type. Vous avez un enfant dans une pièce, il est en train de jouer. Oui. Vous le regardez par le trou de la serrure, il joue. Oui. Si c'est vous le regardez, il change de comportement. Oui, Oui, C'est l'écran, c'est une sorte d'enfant. Mais il n'y a pas que les enfants, hein, les adultes aussi. Hein. Surtout qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière le trou de la Mais si serrure. l'enfant ne sait pas, que vous le regardez, il n'y a pas de raison de changer. Oui, exactement, mais c'est ça. S'il ne sait pas que vous le regardez par le trou de la serrure. Alors, moi, je voudrais revenir au thème S'il ne sait pas, s'il ne sait pas. de la conférence. Parce que moi, j'ai un problème avec la notion... Alors, quand on fait l'image avec une sphère, etc., tout va bien, on est en courbure positive. Mais alors, j'ai vraiment du mal à me représenter qu'est-ce que c'est qu'une courbure négative. En quoi est-elle différente d'une... Enfin, en un point, comment on peut dire que c'est la courbure est Mais c'est une selle de cheval, par exemple, si je fais la même expérience qu'avec la Terre,
je vais partir de là, je vais monter comme ça, Oui, je voilà. vais revenir là et le truc il va tourner dans l'autre sens. Oui, mais Si c'est- avec si la c'est- gravitation, Ah, qu'est-ce qui va créer? ouais, ça, Pour moi, a priori, je ne vois pas comment la gravité peut créer des courbes négatives. Voilà, c'est ça ma question. Positive. Bah oui, mais alors d'où viennent... Pourquoi? Alors, dans ce cas-là, pas de gravité. pourquoi on se pose la question, est-ce que des courbures négatives dans l'espace? Non, pas dans l'espace, dans l'espace-temps. Oui, dans l'espace-temps. Dans l'espace, une courbure positive, c'est un corps convexe. Oui, Une courbure négative, c'est un corps concave. concave. Bon, mais la gravité crée des convexités. Oui, Pas donc des concavités. d'où viennent Bien les du temps. éventuels... Du temps. Par exemple. Du temps. Je crois qu'il faut garder en mémoire cette image, je crois qu'elle est de Samuel d'ailleurs, de l'ascenseur Ah oui, le sens. ou de la cabine Ouais. sans fenêtre, hein, sans hublot. Une qui est dans un vaisseau spatial qui progresse avec une accélération constante de 9,81 m par seconde, pareil, et l'autre qui est au sol sur Terre. Et il n'existe aucun moyen, selon la relativité générale, de savoir dans laquelle des deux cabines on est. S'il n'y a pas de moyen d'aller voir dehors. Et ça donne une idée effectivement. Par contre, courbure négative, je m'étais posé la question. Au fait, c'est Parce vrai. que dans ce cas-là, Comment le sait que c'est Riemannian et pas le Si on Manchester, par prend exemple Alors, dans si- l'ascenseur, En fait, c'est tout bête. Ah. Il y a, je repense à l'éclipse de 1921, l'étoile, elle était derrière le soleil, normalement. Et voilà qu'on la voit, à côté du soleil. Ah, bon, ça sera intéressant parce qu'il y a peut-être des choses que je ne sais pas. Mais bon. Ah non, c'est pas ça, c'est vous mélangez plein de choses. Voilà ce que je crois savoir. Bon, on va Elle était derrière le soleil Quelque chose à et on la voit à côté du soleil, ce qui veut dire que ça a été courbé Coupé le en se rayon. rapprochant de l'observateur. C'est-à-dire que le rayon qui aurait dû passer à côté de l'observateur, attention, le rayon lumineux, un rayon lumineux qui aurait dû passer à côté de l'observateur a été courbé et arrive dans la lunette de l'observateur ou même dans les yeux, je ne sais pas bon. Et dans le cas inverse, si ça avait été une courbure négative, ben, ça aurait été dévié dans l'autre sens, Non. c'est-à-dire... Il a dit non. en s'écartant. Je te donne après la parole, vas-y. Non, non, mais je- Alors pourquoi non? J'en sais rien. mais Ah, mais moi, je soutiens non. attends, il y a quelqu'un Intuitivement, il pense que non. il y a quelqu'un qui avait une réserve Ça, c'est par bien, rapport ça à me ce que plaît je bien, voudrais quand la même question. savoir, parce que je vous renvoie à les vidéos, moi. Vas-y Non, alors. c'est pas vous dites ou non, c'est pas ça que c'est. Vous voulez dire quelque chose sur la courbure de l'espace-temps? Oui, au sujet de pourquoi je suis venu. Je suis pas Oui, venu pour d'accord. les points de vue. Je suis venu pour la courbure de l'espace-temps. Déjà, c'est un pléonasme. L'espace-temps est court. Donc les courbures de l'espace-temps, ça ne se passe pas. Il faut voir que c'est une opération mathématique. Hein, reprenons Poincaré. Peu importe la géométrie, il faut que la géométrie soit commode. Donc, voilà. Donc, peu importe. Et il s'avère que la géométrie de Riemann marche mieux. Et c'est pas ça qui est intéressant. En 1905 jusqu'à 1915, que sait-on du monde? Rien. On connaît quoi de l'interstellaire? Le système solaire, vaguement il y a des galaxies, des mondes solaires, on connaît éventuellement les planètes, quelques météorites, on ne connaît rien. Il n'y a qu'une seule galaxie en groupe. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier non plus qu'on connaît la mécanique newtonienne et qu'on connaît les traités d'électromagnétique de Maxwell.